Eh bien, mes amis, nous rendons hommage à Jacques Dupin et nous voici donc à me souvenir de lui et des circonstances dans lesquelles j'ai eu le bonheur de le rencontrer souvent pendant une soixantaine d'années. Notre première rencontre fut chez André Dubouché, rue Malbranche, en 1953. J'eus tout de suite la conviction que nous étions au début d'une amitié qui serait constante et sans nuage. Et de fait, jamais rien n'est venu la troubler, même à l'époque où Jacques et moi fûmes engagés dans une entreprise dont les décisions, parfois difficiles, auraient pu causer beaucoup de discorde. Je pense à notre publication à plusieurs de l'éphémère, dont il avait d'ailleurs permis l'existence. Jacques fut à l'origine de l'éphémère et de son bureau de l'avenue de Messine. Il en résolut ou en simplifia les quelques problèmes avec une efficace discrète. Je le revois dans ces 5 années de la revue qui furent le moment de nos échanges les plus fréquents. J'étais même alors frappé par ce qu'il y avait en lui de foncièrement réservé. La vie qu'il avait amenée ne se prêtait pourtant pas à cette manière d'être. À cause de son travail à la Galerie Mag, dont il dirigeait les publications, mais où il avait aussi à fréquenter les artistes, Jacques donnait beaucoup de son temps à des voyages, des rencontres, des repas d'affaires ou amicaux, de grands ou petits vernissages. Mais dans toutes ces situations, qui était-il, en tout cas, qui semblait-il être? Quelqu'un d'assez taciturne, plutôt bourru, très en retrait dans l'agitation et l'exclamation ambiante. On se disait, en ces occasions, qu'aussi présent y fût-il, il en était tout de même absent, peut-être à marcher sur un chemin en Ardèche. Et semblablement se comportait-il dans les rapports plus étroitement amicaux. Quelque chose retenait Jacques Dupin de beaucoup se dire, de demander à l'ami de le rejoindre dans son souci ou peut-être son chagrin. On sentait qu'il y avait en lui de l'impartageable, un secret de très ancienne origine, un en deçà des mots qui lui faisaient juger dérisoire de chercher à parler de soi. Et quant à sa poésie, d'évidence, le cœur de sa pensée, elle ne fit qu'ajouter à cette façon de paraître. Les poèmes de Jacques Dupin ne sont pas de ceux qui veulent s'ouvrir au lecteur. Ils se dérobent à celui-ci par des notations que l'on sent tout à fait vécues, mais qui déconcertent des références inexpliquées. À chaque tournant de leur chemin paysan, le métonymique, ancré dans l'existé le plus personnel, triomphe des virtualités de la métaphore. S'agit-il là cependant de ce que l'on pourrait dire simple parole occupée de soi, retenue à des lieux privilégiés, avec une expérience de suffisance, un bonheur à soi, dont le lecteur ne pourrait reconnaître que des indices tout extérieurs, nullement. Les perceptions et les sensations de Jacques Dupin sont de sorte universelle. Elles sont, au premier niveau, facilement partageables. Mais ce qui a lieu dans ces poèmes
c'est une plongée par en dessous, dans des strates inexplorées. Leurs mots retournent un sol rocailleux. Ils en font surgir des images qui sont comme des vies inconnues, vite redisparues sous des buissons de silence. Et la cause de ce silence, au sein même de la parole, faut-il la chercher dans d'impartageables moments du commencement de la vie, par exemple un traumatisme subi, dans cette enfance qui est la cire où s'impriment les prémices de toute existence à venir? Oui, ce que Gravir ou les autres livres de Jacques nous suggèrent, c'est bien quelque chose comme cela, une inarrachable écharde dans le rapport à soi, aussi bien qu'au monde, une captation de l'esprit par une douleur qui ne peut que distraire des situations de l'existence courante et des moments conviviaux qui en résultent. Mais davantage se découvre au fond de cette écriture où l'on aperçoit le gouffre. Car les poèmes de Jacques Dupin ont beau être abrupts, détournés des voies de la signifiance habituelle, d'aucuns diraient hermétiques, ils n'en sont pas moins d'une certaine façon pénétrables. Et ce qu'ils laissent paraître, c'est que les chardes qui les travaillent, quelle qu'en ait été la nature, étaient bien plus en eux que la souffrance d'une personne. Pour ce poète, elle était l'occasion d'une réflexion sur son rapport d'être parlant au langage. C'est à cause, à mon sens, de cette pensée incessante chez lui, même obnubilante, que Jacques Dupin resta loin du nombre des mots de simple partage. En effet, elle lui disait que le fait humain n'est qu'une illusion, du non-être, simplement le frémissement d'un instant à la surface d'une eau, sans fond ni couleur, même pas la nature, qui, elle encore, est trop abusée en tout ce qu'elle génère par la naïveté de la vie. L'humain n'est pas de ce monde, mais il faut même savoir qu'il n'est de nulle part. Ces entreprises sont vaines, ce qui demande non de tout prononcer, mais de réfléchir durement à ce qui garde du sens, une recherche qui dévalue bien des entreprises, parmi celles mêmes au sein desquelles les hasards de l'existence nous placent. Cette pensée de Jacques Dupin, toute immédiate, née en deçà de toute spéculation, autant qu'à l'épreuve de tous les rêves, constater la vanité des croyances et des conceptions les plus communément acceptées. Elle ne s'obstinait pas moins dans ses éboulements à tenter de gravir la pente qui s'effondrait pour arracher au néant des parcelles de vie possibles. Mais cet effort la gardait bien loin de beaucoup des situations et des mots de l'exister quotidien. Pas d'instant présent qui veuille moins du passé et attende moins de l'avenir que cette pensée pessimiste qui n'accordait de sens lorsque Jacques se retrouvait dans la société comme elle est qu'à refuser l'injustice, dont certes le scandale prévaut sur toutes les autres convictions. Pas de poésie plus désenchantée, mais, je dois maintenant le souligner, une œuvre qui n'en est pas moins offerte et ouverte à son lecteur, moins lui opposant son mutisme que lui demandant de le partager, lui demandant de gravir, oui, c'est bien le mot, la même intuition transverbale qui était à son origine. Le non-dit, le non-explicité,
de la poésie de Jacques Dupin. C'est moins un rapport à soi, d'emblée insoucieux de se partager, que ce qui lui permet, par un apparent paradoxe, cette indication, cet appel, la désignation d'un horizon dans la vie, d'une cime en direction de laquelle nos chemins ne s'engagent que pour très vite se perdre. Le mutisme de cette œuvre, c'est comme tel se dire fondamental. Et donc, ne le trahissons pas, en y cherchant des faits de la vie de son auteur, même s'ils y sont quelquefois présents. Et ne cherchons pas davantage à en discuter les présupposés et les conclusions. La qualité du regard et celle du témoignage, l'emportant de beaucoup dans ces pages toujours brûlantes sur le besoin qu'on pourrait avoir de leur faire des objections. D'autant qu'il y a quelque chose de plus dans le travail de Jacques Dupin, une dimension qui en est même la principale, autant qu'elle est essentielle, à mon sens, à toute vraie poésie. Pourquoi cette pensée qui semble nihiliste a-t-elle pu s'établir dans cette vie d'un poète, obtenant qu'elle lui accorde toute la place qui ne réclame pas les besoins et les tâches de chaque jour, davantage? Pourquoi, ou plutôt comment, a-t-elle pu se défaire des ambitions de sorte ordinaire qui foisonnent si aisément chez ceux qui n'ont plus de croyance? Eh bien, parce que Jacques Dupin eut une conviction tout de même, dès le premier jour de sa réflexion. Une conviction qui se fait des moments conviviaux, une exigence que l'on peut dire morale, étant davantage de la vérité. Cette conviction qu'il importe de vérifier qu'en l'expérience de ce non-être qui peut sembler du non-sens, on ne laisse pas se glisser par complaisance pour l'un ou l'autre de ces désirs que je disais, illusoires, des rêveries qui ne seraient vite que des façons d'oublier la dure vérité qu'on a su comprendre, croyant encore la vivre, mais ne faisant que se servir d'elle, faisant de la pensée qu'on imagine en avoir le simple décor d'un théâtre du moi le plus ordinaire. Du fait de la nature des mots, il n'est que trop vrai, en effet, qu'un besoin de fiction ne cesse d'envahir le rapport à soi de toute personne. Et il est donc essentiel au poète de surveiller son travail. La poésie a cet examen de soi pour devoir. C'est sa façon de rester digne de soi et de perdurer dans la parole. Et ce poète, Jacques Dupin, ne tolérait pas le moindre manquement à ce principe de lucidité, à cette rigueur à la fois intellectuelle et morale. Il estimait que Baudelaire ou Rimbaud furent grands parce qu'ils ne cessèrent pas d'opposer aux leurs qui les sollicitaient autant que tout autre poète, une volonté d'élucidation de soi aussi douloureuse devrait-elle être. Et j'irai jusqu'à dire que c'est cette volonté d'examen qui est l'essentiel de l'œuvre de Jacques Dupin. C'est elle qui, par-dessous le mutisme, en fait un exemple, c'est-à-dire encore une parole, à chacun de nous directement adressée. Personne dans notre temps n'aura aussi peu consenti que lui à laisser la chimère esthétique ou le sentiment non totalement éprouvé prendre le pas dans ces mots, exigence morale, qui est certes le grand ressort qu'il faut savoir dans la poésie. Jacques fut trop sur ses gardes peut-être, trop porté à redouter le fléchissement possible, trop prompt à s'inquiéter de son propre dire, mais d'autant plus remarquablement celui qui incitait
a l'indispensable courage, et nous l'aimons aussi pour cela.